Ave, c'est Romain. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo complètement improvisée sur les quatre grandes familles d'IA. En effet, je me suis rendu compte, en re-regardant ma première vidéo sur ma chaîne, IA arrêtons le bullshit, que le propos était incomplet. En effet, non pas qu'il soit faux, hein, mais il a besoin de prendre plus de hauteur et notamment de s'appuyer sur de la philosophie. En effet, aujourd'hui, quand on parle d'AGI, comme je l'ai dit dans cette vidéo, l'objectif de l'IA, c'est d'aboutir à l'AGI. Et je pense que c'est notamment un but qui est essentiel à l'IA, parce que s'il n'y a pas de but, le développement s'arrête tout simplement. Et le but, donc, c'est de nous faire, vous ou moi, en robot. Nous voyons bien que ce n'est pas le cas, même avec les avancées aussi convaincantes que ChatGPT. On a vraiment l'impression que c'est comment qu'il nous parle comme si c'était un être humain. J'ai même entendu des gens dire on a l'impression qu'il y a un être humain derrière l'ordinateur, mais nous voyons que ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous autres modernes, ne comprenons pas et nous avons peut-être oublié la nuance de ce que c'est que l'intelligence. En effet, en philosophie, il existe 7 définitions différentes de l'intelligence. Et toutes sont valides, hein. Elles ont leurs avantages, leurs limites, mais globalement, elles ont le mérite d'exister. En effet, de quoi on parle quand on parle d'intelligence? Est-ce qu'on parle de notre façon d'abstraire les choses, par exemple un raisonnement mathématique, de manipuler des abstractions? Est-ce qu'on parle de notre façon de nous adapter au réel? Est-ce qu'on parle de notre capacité d'empathie, afin de comprendre les mouvements et puis les groupes sociaux? Est-ce qu'on parle de notre façon de comprendre le réel? Tout cela sont des choses qui sont véritablement différentes dans leur expression, mais pourtant qui participent à un tout, à ce que nous appelons l'intelligence. Et l'IA, dans la mesure où elle a été développée en miroir de nous, c'est-à-dire pour imiter nos comportements, elle aussi est protéiforme. Nous avons quatre grandes familles d'IA qui sont globalement inspirées par des philosophes très connus qui, qui ont marqué l'histoire humaine par leur réflexion et qui ont inspiré finalement ces développements. Alors ces familles, quelles sont-elles? Nous avons d'abord l'IA symbolique. Alors c'est une IA qui a été développée entre les années 50 et 80 essentiellement, dont les figures principales sont Newell, Simon et Minsky. Et le principe, c'est de représenter le monde à travers des symboles et faire manipuler ces symboles par des règles logiques. On peut penser par exemple au modus ponens. Le modus ponens, qu'est-ce que c'est? C'est tous les mammifères, tous les humains sont des mammifères. Romain est un humain, donc Romain est un mammifère. Ça, c'est une inférence logique qu'on appelle le modus ponens. Et en fait, que va faire l'IA symbolique? Va prendre Romain, humain et mammifère comme des symboles et va manipuler ces symboles pour arriver au résultat Romain est un mammifère. Alors nous voyons que ici une IA très logique, très rigide, mais en même temps très rigoureuse, qui a eu son application bien sûr dans le niveau médical, comme beaucoup de modèles d'intelligence artificielle, comme Missine par exemple, ou des bases de données comme Wikidata ou Google Knowledge Graph. Ça, c'est la première famille d'IA, ce qu'on appelle la famille d'IA symbolique. Deuxième grande famille, l'IA connexionniste, pardon. Alors, c'est une IA qui a eu son vent en poupe de 1980 jusqu'à aujourd'hui avec les grands modèles LM. Alors, bien sûr, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr McCulloch qu'on ne connaît pas et Pitts qu'on ne connaît pas trop. Et récemment, nous avons Lequin, Hinton et Bengio
qui sont à l'origine DeepMind. Et quelle est l'originalité de cette IA? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est une IA qui prend ses sources dans la philosophie antique, notamment avec la caverne de Platon, mais surtout avec Aristote. Et comme vous le savez peut-être, la, comment, la, la caverne de Platon, c'était de partir du réel pour arriver à l'abstrait, et donc à l'essence des choses, dépasser, les illusions du sensible. Comment font-ils ça? Eh bien, tout simplement en activant ce qu'on appelle des réseaux de neurones, calqués sur nous, ou calqués sur notre cerveau, avec notamment la, comment, l'amélioration des neurosciences. Et en fait, chaque neurone va communiquer avec un autre via un vecteur. Chaque neurone aura une valeur, va communiquer cette valeur à un autre neurone. En passant par le vecteur va changer la valeur que le, que, comment, que le neurone transmet, et ainsi avoir une autre valeur, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à avoir des résultats. Comme vous le savez très probablement, le, comment, pour aboutir à un résultat, LM a besoin d'abord de vectoriser ces tokens, enfin ces atomes de mots, on va dire, hein, pour vulgariser. Et pour ça, il leur accorde des coordonnées mathématiques. Alors, ben, les exemples illustres de cette IA connexionniste, c'est ChatGPT, Gemini, Mistral, mais aussi Midjourney, par exemple, le, le logiciel de création d'images, qui est une IA. Et nous voyons ici, contrairement au premier, à quel point la logique a changé. En effet, au départ, c'était plutôt quelque chose, dans notre premier exemple, l'IA symbolique, c'était une IA qui était développée sur un modèle d'imitation de notre capacité à conceptualiser et à manier les concepts, issus notamment de Kant, Leibniz et puis Descartes. Et nous voyons ici une toute autre philosophie qui est finalement notre limitation à apprendre des choses du réel pour ensuite en faire des concepts et manier ces concepts. Donc nous voyons à quel point l'intelligence n'est pas monolithique, mais plutôt protéiforme. En troisième exemple, nous avons bien sûr l'IA bayésienne, qui est une IA probabiliste. Alors, elle prend ses racines chez Hume, Popper, enfin bon, bref, les sceptiques, ce qu'on appelle les sceptiques. Et plutôt que de rechercher à arriver à un true ou false, cette IA va chercher à produire le plus probable possible. Nous voyons des exemples comme cela, par exemple dans les IA médicales aussi, qui peuvent effectuer un diagnostic à partir des données que vous leur donnez, qui va vous dire, vous avez 85% de chances de développer, je sais pas, un cancer ou quelque chose comme ça. Vous avez les filtres anti-spam, vous avez les algorithmes de recommandation, les modèles de diagnostic. Bref, aussi pas mal de commandes de débouchés. Et en quatrième grande famille, nous avons évidemment l'IA évolutionnaire, qui est l'intelligence par adaptation. Alors, quand on prononce le nom d'évolution, on pense évidemment à Darwin, et évidemment, cette conception de l'IA se calque sur la vision de Darwin, qui est une vision d'adaptation réelle.
C'est une IA qui apprend à évoluer selon les règles physiques les règles qu'on lui impose. Alors, pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner, vous avez toute la robotique. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ces robots avec les gens qui s'amusent à les pousser de plus en plus fort. Ils y vont pas de main morte. Et le robot reste comme debout, sans jamais tomber. C'est de l'IA évolutionnaire. Dans toute la robotique, il y a beaucoup d'IA évolutionnaire. Mais vous avez évidemment le reinforcement learning, ce dont j'avais parlé, le RLHF, qui est finalement, on donne à un LLM des règles de plus en plus de règles afin qu'il passe par le chemin qu'on aura décidé. Et cette IA, bah, évidemment, a aussi ses débouchés. Alors maintenant, que dire? Eh bien, en fait, nous voyons de plus en plus l'apparition d'IA hybrides, c'est-à-dire des multi-agents qui combinent une IA connexionniste avec une IA symbolique, une IA connexionniste avec un LLM, ou alors une IA probabiliste avec une IA évolutionnaire. C'est à mon avis le pas que nous nous apprêtons à franchir qui va faire des systèmes multi-agents et plutôt que des systèmes multi-agents de LLM, va combiner différentes façons de notre intelligence afin d'aboutir à des résultats encore plus probants concernant la nôtre, ce qui va appeler à d'autres développements dans l'IA. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, nous autres modernes, nous avons tendance à oublier les subtilités et avoir une pensée un petit peu brute. On pense que l'intelligence est monolithique et c'est pour ça, à mon avis, qu'on parle de GI. Parce que, en fait, quand on regarde un petit peu les différents champs de domaine dans lesquels l'intelligence s'incarne, eh bien, nous voyons que c'est protéiforme l'intelligence. Et que bah, l'AGI n'est absolument pas pour demain parce que encore beaucoup de choses sont à développer. Par exemple, est-ce que pour avoir une intelligence, par exemple, une IA connexionniste a besoin de s'incarner dans comment, dans, bah, dans le réel, quoi, dans le concret. Donc, avec de l'évolutionnaire. Il a aussi besoin de fusionner avec notre capacité d'abstraction. Parce qu'en fait, nous voyons que un gars qui, par exemple, s'échoue sur une île déserte et qui arrive à survivre dans cette île déserte, bien, est autant qualifiable d'intelligent qu'un grand mathématicien ou qu'un grand philosophe. L'intelligence est protéiforme. Et c'est pour ça qu'il nous faut relativiser cette question sur l'AGI, même si il y a eu des tests avant, mais à mon avis, ces tests sont dépassés. Même s'ils ont été remportés, à mon avis, le test a mal été pensé et devrait être revu. Ou en tout cas, nous devrions repenser ce test. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Passez une bonne journée.